Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sortons du grand amphithéâtre bleu du Salon des entrepreneurs où vous étiez tous les quatre réunis. Merci Philippe Bloch d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, ravi de faire une espèce d'after de notre réunion, de cette plénière consacrée à la croissance des startups. Exactement. À ma gauche, Fatma Chouaib, vous avez lancé Hello Charlie, un service qui permet en fait aux étudiants d'avoir un certain nombre de conseils sur leur orientation, savoir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Oui, donc Hello Charlie, on a lancé ça il y a 2 ans pour proposer aux jeunes de 14 à 24 ans qui sont scolarisés partout en France sur tous les types de formations, tous les domaines, un parcours d'orientation qui est 100% digitalisé, qui leur permet de mieux se connaître, découvrir des métiers qui leur correspondent et les formations qui vont avec, le tout via un chatbot qui repose sur de l'intelligence artificielle. Ça grandit vite, hein. On va peut-être faire un tour d'horizon avant que chacun s'exprime. Sixte de Vauplane, Monsieur Foodtech, un des acteurs importants de la foodtech parisienne, une belle entreprise Nestor. Comment est venue cette belle idée et où en êtes-vous? Juste rapidement, du coup, de Nestor, pour un peu situer ce qu'on fait, l'idée de Nestor, c'est de pouvoir permettre à chaque employé de bureau de se faire livrer un menu complet, entrée, plat, dessert, qui a été préparé le matin même dans nos cuisines. Avec amour, j'ai dit. Toujours avec amour. Par nos chefs, justement, talentueux, et qu'on va livrer en moins de 20 minutes. On a lancé ça il y a un peu plus de 2 ans et demi, avec Benoît et Joseph, 3 amis d'enfance, assez simplement. Geoffroy Debec de Lièvre, fondateur de Marco et Vasco. Marco Vasco qui ne s'appelait pas Marco Vasco d'ailleurs au début. Alors raconte-nous. Il y a eu un changement de nom effectivement. Et Marco Vasco, on fait un métier qui est assez sympa, c'est on permet aux Français de découvrir le monde. Donc, sur mesure. Voilà, sur mesure. On les envoie dans tous les pays à plus de 6 heures de vol. Et c'est un voyage vraiment personnalisé, hors des sentiers battus. C'est minimum 6 heures de vol, le concept, tous les voyages sont minimum 6 heures de vol? Oui, on se rend compte, on ne fait pas l'Europe, quoi. Mais donc, c'est ça, absolument. Donc, c'est une règle. Voilà. Alexandre Pro, vous avez lancé Conto, une néobanque. Alors, ça n'est pas tout à fait une banque, mais ça y ressemble fichtrement. C'est 100% sur le web et c'est pour les entrepreneurs. Exactement, donc Conto, c'est une néobanque, comme tu disais, qui s'adresse aux entrepreneurs, aux petites entreprises, et qui permet donc d'ouvrir un compte en 5 minutes, 100% en ligne ou sur mobile, et ensuite de gérer ses finances au quotidien, beaucoup plus simplement et rapidement qu'avec une banque traditionnelle. Avec des vrais gens derrière pour répondre aux questions? Exactement, avec des vrais agents derrière pour répondre aux questions. C'est un des éléments de grande satisfaction de nos clients. On a déjà plus de 5000 petites entreprises qui sont nos clients et qui trouvent qu'on répond très vite et très bien à leurs questions et que ça les change beaucoup de ce dont ils avaient l'habitude avec les banques traditionnelles. Alors vous avez tous les quatre partagé un peu vos secrets du début à votre croissance actuelle. Finalement, avec le recul, puisqu'on est là un peu pour parler de la réunion, de ce panel qu'on vient d'avoir ensemble, qu'est-ce que vous avez retenu les uns les autres, peut-être des uns des autres d'ailleurs? Quelles ont été les leçons communes que vous avez eu envie de donner ou ce que vous avez vous-même appris de ces échanges? Parce qu'on a eu pareil, on va en parler avec Six qui a été très je suis devenu un gestionnaire, on avait Geoffroy, je l'étais déjà. Mais quels sont vos enseignements de cette plénière? En fait, je pense qu'on est tous à des stades un petit peu différents, même si on peut parler de croissance pour tout le monde, on est à des stades d'avancement et de croissance qui sont différents. Mais il y a 2 choses qui sont revenues et que je retienne vraiment, c'est le focus finalement sur la maîtrise de sa croissance, de son chiffre d'affaires, de ses indicateurs clés, le fait de rester concentré sur ces objectifs-là, et puis aussi l'élan du début de l'entrepreneuriat, l'envie de se lancer, un petit peu avec beaucoup d'intuition, de confiance, mais... de ténacité aussi. Voilà, une ténacité, une détermination, et puis surtout la résilience. C'est peut-être la plus grande qualité qu'un entrepreneur puisse avoir. Oui, mais on l'a pas évoqué, la résilience. On l'a pas évoqué, mais... Ça, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué dans la plénière, en fait. Mais tu as raison. Sixte, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est vrai que Geoffroy disait quelque chose d'hyper intéressant sur lequel il n'a pas finalement tiré tout le fil, je trouve. Tu disais qu'il fallait à la fois garder cette agilité du début tout en ayant effectivement une croissance qui t'emmène vers finalement des contraintes de groupe et de structures plus lourdes. Comment on fait pour garder cette recette merveilleuse qui est à la fois l'agilité et la structure qu'il apporte? Je pense qu'il faut vraiment inscrire dans sa mission et puis dans l'ADN de la société le fait d'avoir le droit à l'échec, le fait d'avoir essayé. Nous, on a essayé beaucoup de choses. Tous les ans, on met à peu près 100 000 € de côté pour tester une nouvelle idée ou un nouveau projet. Ah oui. Et ça, on l'a fait pendant des années. Ça a donné naissance à des tas de projets très souvent foireux, mais en fait qui nous ont énormément apporté sur notre propre activité.
Et je pense que c'est absolument essentiel. Plus on grossit, plus ça devient difficile de rester agile, parce qu'on met en place des processus, parce qu'il y a des exigences de la part d'actionnaires qui sont de taille un peu supérieure. Et je pense que cela vraiment la mentalité des fondateurs doit rester très très présente à tous les niveaux de la société pour garder cet esprit entrepreneurial. C'est clairement un point commun à vous tous, je trouve, cette idée d'échouer mais vite, d'accepter l'échec rapide en fait. C'est d'ailleurs un des secrets des startups, le fameux fail fast dont on parle beaucoup. C'est un point commun entre vous tous. Sixte, tu partages ce fait de vous-même, vous avez testé des choses, vous vous êtes planté, vous avez retrouvé en arrière. Ouais, clairement, et c'est ce que je trouvais intéressant vraiment dans la conférence, c'est qu'au final, on est quand même à des stades assez différents chacun, mais il y avait quand même pas mal de choses qui revenaient, qui étaient communes, dont cette partie exécution, cette partie gestion de la boîte. Et oui, clairement, pour moi, c'est quelque chose qu'on veut avoir chez Nestor, on va même pousser nos employés à prendre des risques pour qu'ils fassent des erreurs. C'est-à-dire qu'un employé qui ne fait pas d'erreurs, on se pose un peu des questions sur s'il est capable, s'il a assez d'audace en fait pour faire passer Nestor au second stade. J'avais posé la question de la plus belle erreur que vous avez faite. Alexandre, tu y avais répondu aussi par rapport à ton expérience précédente. Mais cette capacité de laisser ses collaborateurs échouer, c'est important ou pas? D'accepter les échecs de ses collaborateurs. Est-ce que ça fait partie de votre ADN? Il ne s'agit pas de faire du Kerviel, hein, si je peux me permettre. Non, mais nous, notre activité qui est dans le domaine bancaire, on n'a pas tellement envie qu'il y ait des erreurs. Non, mais je te sens troublé par ma question, justement. Disons que si on... C'est par là on demande de la créativité, de l'audace, des nouvelles idées, etc. Évidemment, on essaye de favoriser ça. Et on sera... Enfin, j'allais dire, toutes les idées, toutes les questions sont évidemment bonnes à apporter, à poser, etc. Oui. Si on laisse un bug important dans un process, c'est évidemment un problème. Et voilà, donc je suis un peu partagé sur la question, mais évidemment, l'idée c'est de pouvoir aussi pour disrupter, pour employer un mot à la mode, ou pour révolutionner un secteur. Forcément, il faut faire les choses différemment, et mieux veut aussi dire différemment. Et donc nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. On dépoussière le secteur de la banque, et donc on prend des risques entre guillemets en faisant des choses qui sont différentes, pas forcément risquées au sens on prend un risque de fraude ou etc. Oui. Mais différentes au sens où il y a un risque que le client se dise c'est différent, et en fait souvent ce différent il est meilleur, il est positif, mais quelquefois aussi ça peut décevoir ou ça peut surprendre les clients, les utilisateurs. Parce que Geoffroy a eu quand même l'humilité de nous dire que depuis 3 ans vous aviez été moins innovant. Et que ça t'avait perturbé, du coup, que tu avais eu cette réflexion de comment garder cet esprit pionnier, en fait. Oui, beaucoup moins, ça m'a gêné. Enfin, je pense dans les points communs qu'il y avait beaucoup de rigueur de gestion dans ce qu'on se disait aujourd'hui, le fait de se lancer, d'oser, d'être drivé par le chiffre d'affaires avant les coûts, ça c'est des choses très bonnes. Oui. Et puis quand on arrive à un niveau de maturité où la boîte est bien développée, finalement on est dans une nouvelle phase où inversement on a l'habitude d'être très rentable, d'apporter des retours à des actionnaires qui en sont très satisfaits, et puis on en oublie finalement qu'une boîte doit tout le temps se remettre en cause, tout le temps innover, sinon de toute façon un modèle économique a une durée de vie hyper limitée. Enfin, je veux dire, quel que soit le business. Quel que soit le business. Dans les 5 premières capitalisations boursières mondiales, il y a 4 boîtes qui ont moins de 20 ans. Et si on prend celle de 2000 ou de 1950, je veux dire, il y en a plein une dans le top 10. Plus aucune, absolument. Donc, évidemment. Et donc, je pense qu'il faut rester vigilant là-dessus. Cette rigueur, elle est essentielle, mais voilà, oublions pas d'innover tout le temps. Vous ressentez ça, les plus jeunes en termes d'entreprise autour de la table ou pas? Vous ressentez déjà cette nécessité de rester innovant ou pas, Fatma, Sixte ou Alexandre? Moi, je me suis lancée avec un seul objectif, c'est d'innover par rapport à ce qui existe. Oui, mais une fois que l'offre est innovante, comment est-ce qu'on la maintient innovante? C'est justement le défi qu'il faut avoir au quotidien. Moi, si j'invente rien, je m'ennuie, je me lasse, et j'ai toujours envie de recréer. C'est ton ADN, ça? Oui, et du coup, je n'ai pas encore passé les stades où je suis à des niveaux de management et de gestion de ressources humaines qui est beaucoup plus gros. Donc, je suis encore au stade où la création, c'est encore ce qu'il y a de plus important. Oui. Et donc l'innovation, c'est mon driver numéro 1. Alexandre et Sixte, Alexandre? Non, mais je pense qu'il y a juste physiquement, quand on a une équipe qui grandit, ça devient plus dur d'aller vite. Oui. Parce que quand on veut faire, quand on est deux dans une réunion, les décisions sont rapides. La décision va très vite. Oui. Ces décisions, mais aussi l'explication, et quand on est 10 dans une réunion, alors il ne faut pas forcément être 10 dans une réunion, mais si on l'est... Les deux pizzas de chez Amazon. Et que c'est nécessaire,
Ça veut dire que chacun va parler 5 minutes. Du coup, le temps que chacun parle 5 minutes, un peu comme ce qu'on fait là d'ailleurs, ça veut dire que ce sera moins rapide, moins efficace, etc. Et donc, c'est un gros défi qu'on a tous les jours. D'avoir les bons process, les bons... et je pense qu'aussi, il faut être, entre guillemets, peut-être, en ça rejoint la question sur les erreurs, il faut être tolérant sur le fait qu'on ne peut pas, entre guillemets, tout optimiser tout le temps. C'est-à-dire que si on veut aller vite, on va probablement dépenser un peu plus d'argent bêtement, entre guillemets, parce que 2 personnes auront pris le même service ou fait la même chose, etc. Et si on veut tout contrôler tout le temps, en fait, on perd aussi cette agilité et cette rapidité, quoi. Donc c'est un équilibre assez compliqué à trouver, mais qui est évidemment une recherche, on va dire, permanente, quoi. Alors Six, tu abordais tout à l'heure aussi la question de la levée de fonds. Tu disais que de ton côté, c'était pas tu voulais pas trop focuser sur cette dimension-là. Ce serait intéressant qu'on parle aussi de la façon dont vous avez géré chacun cette problématique, si certains l'ont fait. Là, Alexandre, tu étais peut-être un peu tenu de le faire vu ton business. Nestor, tu n'as pas jugé que c'était si important que ça. Alors, c'est assez différent, c'est-à-dire que on a quand même été dans une optique d'effectuer des levées de fonds là-dessus. Il y en a eu. Et on n'est d'ailleurs pas contre les levées de fonds en soi. C'était pas le discours. Non, mais c'est assez important parce qu'on peut assez vite tomber dans un discours extrême qui est de dire stop aux levées de fonds, etc. C'est pas la logique qu'on va avoir. Ce qui est vrai, c'est qu'on a fait une levée de fonds et que l'utilisation de la levée de fonds était mauvaise. Clairement, on a très mal géré notre levée de fonds. C'était 900 000. C'était 900 000 euros qui ont été cramés en 4 mois. Et à partir de là, on a fait un choix qui a été radicalement différent, qui était de se dire que le vrai enjeu dans notre marché, c'était de construire une offre qui soit rentable et scalable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un business qui est particulier, qui est un business de centimes, dans lequel il va y avoir une concurrence qui va être folle, dans lequel on se rend compte que l'ensemble des acteurs qui ont émergé, que ce soit en France ou aux États-Unis, et qui ont dû mettre la clé sous la porte, c'était pas pour une question de croissance, c'est pour une question de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on a fait un petit shift par rapport à ça, en se mettant dans une situation et dans un objectif qui était de construire le premier modèle rentable de la food delivery. Du coup, tu avances forcément un petit peu moins vite. Là, vous allez d'arrondissement en arrondissement sur Paris. Une levée de fonds, ça aurait pu être une capacité d'aller plus rapidement. Je pense pas que la levée de fonds, rentabilité et croissance ne sont pas antinomiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une croissance qui est à 2 chiffres. On fait 25% de croissance par mois là depuis toute l'année 2017 qui est passée. Ça continue. On a ouvert une cuisine en janvier. On prévoit d'en ouvrir 3 cette année à Paris, une nouvelle à l'étranger à la fin de l'année. Donc c'est pas forcément ça le problème, ça va être plus dans la gestion de la croissance et dans le modèle en lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait un choix qui était assumé d'avoir un modèle qui soit hyper rentable, en se focalisant sur un menu, en se focalisant sur les quartiers d'affaires avec des grosses densités de bureaux, en se focalisant uniquement sur une plage horaire qui était bien définie, de midi à 14h, etc. Là où la levée de fonds aurait pu nous permettre d'être dans l'hyperdiversité. Mais aujourd'hui c'est un choix qu'on assume et qu'on ne voit pas comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on considère que le choix assumé d'hyperconcentration dans l'offre, dans l'espace et dans le temps, ça nous a permis d'atteindre un stade qui n'a pas été atteint par d'autres acteurs dans la livraison de repas. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as rendu public, cette position. Ça a été très, très lu, en fait, ton papier, notamment, je pense. Tous les entrepreneurs ont lu son histoire. Pourquoi l'avoir fait ? Parce que tu trouvais que c'était utile à tout le monde et que finalement, tu es très fier de cette décision que vous avez prise ? Je ne sais pas si on peut être fier d'une erreur qu'on a fait comme celle qu'on a Non, mais de la façon de s'en sortir, oui. C'était pas une question de fierté, c'était une question déjà ça fait trop longtemps qu'on le gardait pour nous et à un moment on a envie de pouvoir c'est assez humain en fait, partager, oui, bien sûr. De pouvoir le partager à d'autres personnes et c'était aussi un moyen pour nous de se dire que je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là et je pense qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont vécu d'une certaine manière ce cas-là et c'était un peu de mettre en exergue je pense une manière de penser notamment sur le côté rentabilité d'une boîte qui n'était pas forcément mise en avant par les médias. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'écosystème tournait souvent autour des levées de fonds et je pense que ça a créé des non-dits dans les entrepreneurs et l'idée c'était un peu montrer en fait ce qu'était la réalité de la boîte, c'est-à-dire que derrière les levées de fonds, il y a des claques qu'on se prend, il y a de l'opérationnel, il y a de l'exécution, il y a du travail de fourni, et on voulait tout simplement, et de manière assez humble, partager l'expérience qu'on a et qui, je pense, est l'expérience de plein d'entrepreneurs aujourd'hui.
Eh bien voilà, c'était nos 4 intervenants de la plénière Startup. Je rappelle que Six de Plan, tu es le cofondateur en fait. C'est que des cofondateurs d'ailleurs. Vous avez quasiment tous créé. Tu avais un associé, tu es des associés aussi. Oui, tout à fait. Vous étiez tous des cofondateurs. C'est une question que je voulais vous poser et que j'ai pas eu le temps de vous poser. C'est-à-dire si c'était important de s'associer pour grandir. On le fera peut-être pour la prochaine édition. C'est clé. Bah comme ça, on a notre réponse. Alexandre insiste toujours beaucoup là-dessus. C'est clé pour tous les 3. Ouais, mais le taux de succès des sociétés montées à 2 ou seules sont incomparables. C'est assez intéressant de se plonger là-dessus. Donc on l'a pas évoqué dans la plénière, mais voilà l'occasion de le rappeler. L'association est clé pour la croissance et le succès. Alexandre, je rappelais simplement que tu étais le cofondateur de Conto. Fatma Choueb, tu es la fondatrice de Hello Charlie. Et puis Geoffroy, fondateur Marco Vasco. Merci à tous et à bientôt pour un prochain salon des entrepreneurs. Merci Béatrice. Merci Philippe. Peut-être à l'année prochaine. À bientôt, ciao.